Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer comment les maths nous donnent un super pouvoir, celui de parler aux machines. Alors, on va mettre de côté les formules compliquées un petit instant. L'idée ici, c'est d'apprendre à penser un peu différemment, de manière super structurée, super logique, bref, exactement comme un ordinateur. Allez, c'est parti. On va commencer avec une question qui a l'air simple, mais qui est en fait assez fascinante. On utilise tous les jours des technologies qui relèvent presque de la magie. Un GPS par exemple. On entre une destination et paf, en même pas une seconde, il analyse des milliers de routes possibles pour nous donner le chemin le plus rapide. Mais comment il fait sérieusement? Ce n'est pas de la magie bien sûr. La réponse, elle tient en un seul mot, un algorithme. Et la meilleure image pour comprendre ce que c'est, c'est de penser à une recette de cuisine. Vous avez des ingrédients, ça ce sont les données, et puis vous avez une série d'instructions très très précises à suivre dans le bon ordre pour arriver au résultat. Que ce soit un gâteau au chocolat ou pour notre GPS, le meilleur itinéraire possible. Bon, après la métaphore de la cuisine, un tout petit pot de rigueur, ça fait pas de mal en maths. Voilà la définition formelle. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout deux choses. Suite finie, ça veut dire que le programme va bien s'arrêter un jour, il ne tourne pas à l'infini. Et instruction élémentaire, ça veut dire des ordres tellement simples, tellement basiques, qu'une machine ne peut pas se tromper en les interprétant. Alors, comment on construit ces fameuses recettes, ces algorithmes? On pourrait croire que c'est d'une complexité folle, mais ce qui est génial, c'est que n'importe quel algorithme, même le plus sophistiqué, est en fait construit avec seulement 3 briques de base. Oui, juste 3. Une fois qu'on maîtrise ces 3-là, on peut absolument tout construire. La toute première brique, c'est la plus simple, la plus intuitive. C'est la structure séquentielle. Le nom dit tout en fait. On fait les choses en séquence, l'une après l'autre, dans l'ordre. Voilà. Ce pseudocode, c'est l'idée la plus fondamentale qui soit. On exécute l'instruction 1, puis l'instruction 2, puis la suivante, jusqu'à la fin. Il n'y a pas de question à se poser, on suit le plan, ligne après ligne. C'est vraiment le socle de tout raisonnement logique. Passons à la deuxième brique, et là, ça commence à devenir vraiment intéressant. C'est la structure alternative. C'est elle qui va donner à notre algorithme la capacité de prendre des décisions. On découvre ici cette fameuse structure « si, alors, sinon ». C'est vraiment le cœur de la logique. C'est comme dire « s'il pleut, alors je prends un parapluie, sinon je prends des lunettes de soleil ». L'algorithme peut maintenant s'adapter. Il peut réagir différemment selon la situation, simplement en testant une condition. Et enfin, la troisième et dernière brique, la structure itérative. On pourrait l'appeler la brique de l'efficacité. C'est elle qui nous évite des répétitions inutiles. En gros, elle permet de faire des boucles, c'est-à-dire de répéter la même action plusieurs fois. Et pour faire ces boucles, il y a deux manières principales. D'abord, la boucle pour, c'est quand on sait à l'avance combien de fois on veut répéter. Par exemple, pour i allant de 1 à 10, faire ceci. Et puis il y a la boucle tant que, là on répète une action jusqu'à ce qu'une condition ne soit plus vraie. C'est notre recette de cuisine. Tant que le gâteau n'est pas cuit, faire cuire encore 5 minutes. D'accord, on a nos 3 briques. Séquence, choix, répétition. Mais maintenant, concrètement, comment on passe de ça à la résolution de nos problèmes de maths pour le bac? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va passer de la logique pure à du code qui fonctionne pour de vrai. On va prendre un grand classique du problème de première, la résolution d'une équation du second degré. C'est un calcul qu'on sait tous faire à la main, mais voyons voir comment on pourrait expliquer à une machine comment le faire à notre place. Le point de départ, c'est toujours la logique. On commence par demander les valeurs de A, B et C. Ensuite, on calcule le fameux discriminant, delta. Et c'est là qu'on utilise notre deuxième brique, la structure alternative. Si delta est négatif, alors on affiche pas de solution. Sinon, si delta est nul, alors on affiche la solution unique. Sinon, on affiche les deux solutions. C'est exactement le même raisonnement que celui qu'on fait sur une feuille de papier. Et là, ce passage à l'action est super parlant. Regardez, à gauche, on a le raisonnement, la pensée en pseudocode. Et à droite, on a le programme en langage Python. On voit bien que si delta est inférieur à 0, devient if d est inférieur à 0. Afficher devient print. En fait, coder, ce n'est rien d'autre que de traduire sa pensée logique dans une langue que la machine peut comprendre. Et c'est là qu'on voit que Python est génial pour ça. La syntaxe est super claire, presque comme si on écrivait en français. Allez, un deuxième exemple pour que ce soit bien clair, avec un autre grand thème de première, les suites. Comment on fait pour calculer les 10, 20 ou même les 100 premiers termes d'une suite récurrente? À la main, c'est long, c'est répétitif. Pour une machine, par contre, c'est un jeu d'enfant. Ici, on a besoin de répéter un calcul. Donc évidemment, c'est notre troisième brique qui entre en jeu, la boucle pour. On part du premier terme, U0, et pour k allant de 1 jusqu'à n, on calcule le terme suivant à partir du précédent. Et encore une fois, regardez comme la traduction du pseudocode en Python est directe. C'est presque du copier-coller. Bien, passons maintenant à l'essentiel, à ce qu'il faut absolument garder en tête pour le bac. Voici une sorte de boîte à outils, la synthèse de tout ce qu'on vient de voir. Voilà la fiche de révision parfaite. 3 structures, pas une de plus. Séquentielle, pour suivre un ordre.
alternative avec si alors pour faire des choix, et itérative avec pour ou tant que pour répéter des actions. Avec ça, on a les clés pour décortiquer et écrire n'importe quel algorithme du programme. Et pour finir, quelques conseils très concrets pour le jour J. Le plus important vraiment, ne jamais se jeter sur le code tête baissée. Il faut toujours commencer par poser la logique en français, en pseudocode, c'est 80% du travail qui est fait. Ensuite, on pense bien à tous les cas possibles, on teste son algorithme avec des chiffres simples pour voir si ça marche, et surtout on explique sa démarche. C'est ça qui montre qu'on a vraiment compris le concept. Et voilà, les bases sont là. On a vu comment penser comme une machine pour lui donner des ordres et lui faire résoudre des problèmes à notre place. Ce n'est pas juste un chapitre de maths de plus, c'est une toute nouvelle compétence. C'est une façon de structurer sa pensée qui peut servir partout. Pour organiser un projet, pour analyser une information, ou simplement pour mieux comprendre le monde numérique qui nous entoure. Alors, la question qui se pose, c'est celle-ci. Maintenant qu'on a ce pouvoir, quel problème, petit ou grand, on pourrait bien avoir envie de résoudre en premier ?